Utiliser un logiciel anti-plagiat pour ou contre? Il va encore falloir qu'on décide quelque chose après-midi. Les systèmes de détection électronique du plagiat ont évolué. Des études ont comparé leur efficacité, mais les résultats obtenus entraînent un certain nombre de questions que nous devons nous poser. M. Serge Gérin-Lajoie de l'Université TÉLUQ nous présentera une synthèse des études et s'arrêtera aux questions soulevées. Serge Gérin-Lajoie est originaire de Trois-Rivières, où il a fait des études collégiales en sciences de la nature, en musique, en plus de ses études de premier cycle universitaire en enseignement au secondaire. Au deuxième cycle, il est détenteur d'une maîtrise en formation à distance, d'un DESS en technologie de l'information et environnement d'apprentissage, diplôme décerné par l'Université TÉLUQ. En février 2018, il a soutenu une thèse en technologie éducative à l'Université Laval. Sur le plan professionnel, il a été enseignant de sciences au secondaire et pendant près de 10 années, conseiller pédagogique en formation à distance au bureau de soutien à l'enseignement de l'Université Laval. En parallèle, Serge Gérin-Lajoie a été musicien au sein des Forces armées canadiennes de 1993 à 2015 et depuis le mois de mai 2017, il est professeur substitut à l'Université TÉLUQ. Il y œuvre à titre de professeur spécialiste en formation à distance ou en ligne, en conseillance pédagogique et en technologie éducative. Bref, Serge Gérin-Lajoie œuvre dans le domaine de l'éducation depuis plus d'une quinzaine d'années. Il y est engagé à titre d'enseignant, praticien, formateur, mais également à titre de chercheur qui contribue à ce champ disciplinaire par des publications et des communications scientifiques. Et pour avoir travaillé avec Serge, je peux vous dire que c'est quelqu'un de consciencieux et de plaisant avec qui on peut travailler. Serge, à vous la parole. Merci, Lise. C'est drôle, quand j'entends un pédigré comme ça, je commence à comprendre pourquoi je commence à avoir des cheveux blancs aussi. Je trouve ça toujours trop, mais bon, c'est pas grave. C'est toi qui me l'as envoyé. Oui, je sais. Non, mais quand on me demande ça, c'est toujours un moment où tu t'assois, tu te dis, bon, je fais un bilan sur ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais bon. Alors, utiliser un logiciel anti-plagiat pour ou contre, quand j'ai reçu l'invitation pour présenter au colloque, j'ai fait comme, j'ai-tu quelque chose à dire sur le plagiat, la cybersécurité, la cyberintimidation? Puis je me suis souvenu, je vais vous raconter une histoire, mais bon, ça, c'est le titre de la présentation. Un petit peu de mise en contexte. Bien, je pense que je ne vous apprends rien en disant que les institutions d'enseignement sont actuellement confrontées à une réalité indéniable, c'est-à-dire le développement du Web qui propose et qui fournit un ensemble d'informations et de ressources, puis qui a complètement changé la façon de faire de la recherche documentaire et la réalisation des travaux académiques. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Les étudiants, les professeurs et les professionnels qui œuvrent au sein des établissements de formation recourent à Internet. Faites juste vous débrancher d'Internet de votre bureau. Là, je pense que vous ne saurez pas quoi faire de votre journée, ou à peu près. Là. Puis, bon, vous comprenez ce que je veux dire. On est rendu dépendant de ces machines-là. Chez les étudiants, Mme Perrault qui a présenté ce matin, ces données étaient intéressantes. 91 des étudiants utilisent un ordinateur pour faire leurs travaux, 97 utilisent Internet comme source documentaire, puis 75 ne donnent pas de référence. Ça donne une idée du changement. Aussi, une autre étude qui disait que tous les étudiants utilisent Internet pour se documenter quand seulement un étudiant sur deux se rend encore à la bibliothèque. J'ai même entendu une histoire assez loufoque, c'est que les étudiants qui veulent plagier maintenant vont copier à la bibliothèque parce que les professeurs ne savent pas où trouver les références. Ça vous donne une idée de changement de paradigme là, ou de façon de... L'impact du numérique, bon, ça rend accessibles les informations fournies par l'Internet, c'est combiné à une facilité d'utilisation, la fameuse fonction CTRL-C, CTRL-V ou copier-coller, que quand on a découvert à quoi ça peut servir, c'est très utile, ne serait-ce que pour partir d'un document Word, faire un PowerPoint. Pour certains, ça leur aurait amplifié le phénomène du plagiat. Les étudiants peuvent maintenant accéder à des informations sur le Web qui leur semblent légitimes. Je veux dire, les étudiants se comportent un peu comme les Chinois. Si c'est accessible à tout le monde, c'est bon pour tout le monde. Je n'ai pas besoin de respecter les droits. C'est un peu une philosophie ou une façon de penser qui apparaît aussi. C'est la démocratisation de l'information. Le copier-coller, j'en ai parlé, ça a le mérite d'avoir affranchi tout rédacteur de la fastidieuse tâche de recopier mot à mot tout texte qu'il voudrait emprunter ou qu'il souhaiterait emprunter. C'est pas mal ça que ça fait, le copier-coller. On a peut-être perdu la notion d'apprendre par le fait de recopier. Tous les grands musiciens de jazz, les improvisateurs de jazz, c'est en recopiant les solos des autres artistes qu'ils ont appris à développer leur propre solo. On peut se poser une question sur le plan pédagogique. Est-ce qu'on ne devrait pas forcer les étudiants à écrire, à prendre leurs notes, et ainsi de suite? C'est une question que je ne voudrais pas aborder aujourd'hui, mais voyez-vous, ça rentre dans la réflexion.
Ces fonctions s'inscrivent dans la suite logique d'avoir à chercher et trouver des informations, ainsi que les avoir jugées dignes de faire partie d'un travail à remettre. Mais il faut quand même, avant de faire copier-coller, il faut se poser la question à savoir si c'est bon ou pas. C'est justement une compétence informationnelle qui nous apparaît indispensable et qu'on voudrait que tous nos étudiants développent, ne serait-ce que pour être des professionnels en emploi. On peut bien accuser le copier-coller, mais à quelque part, c'est ce qu'on demande aux professionnels d'aujourd'hui de faire, c'est-à-dire va chercher de l'information, juge-la, choisis-la, puis ensuite là, transfère-la dans ton travail. Le transfert se fait avec les boutons, mais c'est quand même dans la réflexion. Le plagiat, un phénomène en changement. Il y a 25 ans, le plagiat, c'était deux étudiants qui s'assoyaient ensemble, qui faisaient le même travail puis qui changeaient les noms ou qui échangeaient des notes. Maintenant, ce plagiat a pris une dimension planétaire. Site web qui propose des travaux, l'utilisation d'informations, site web, Wikipédia, je ne vous apprends rien, mais ça rentre dans le contexte aussi. On peut se poser la question, savoir si les étudiants utilisent le numérique pour faire leurs travaux, pourquoi ne pas utiliser les mêmes outils pour détecter les cas de plagiat? C'est une question que certaines personnes se posent et que certaines personnes pensent qu'on devrait le faire. Qu'est-ce que c'est que les logiciels de plagiat, de détection de plagiat? Comment ça marche? En gros, c'est que les logiciels vont extraire un texte à partir de documents, Microsoft Word, PDF, et ainsi de suite, vont faire des comparaisons de similitudes avec ce texte et ce qui est disponible sur Internet ou disponible dans des bases de données. En gros, c'est une recherche de texte, de reconnaissance de texte, et ils vont faire la comparaison. Et ils vont nous donner un résultat qui va montrer l'analyse et ils vont quantifier d'une certaine manière quelle est la proportion de texte qui est original ou qui est copié aussi par le fait même. C'est comme ça que ça fonctionne, les logiciels anti-plagiat. Probablement que vous le saviez tous, mais bon, j'ai pris la peine de le préciser. La base de comparaison, c'est tout ce qui est indexé sur le web, mais ça peut être aussi des travaux qui sont soumis par des étudiants qui utilisent le même logiciel. Autrement dit, on peut constituer, il y a des logiciels qui vont proposer une banque de travaux déjà existante dans leur base de données. Fait que quand vous abonnez à ce logiciel-là, il va comparer avec tous ces travaux-là. Et ça peut être aussi une banque interne, c'est-à-dire qu'un établissement, pour avoir utilisé sa boîte de dépôt dans sa plateforme d'apprentissage, de tout réutiliser tous les travaux qu'il y a dans sa boîte de dépôt, tous les mettre dans un même paquet, qu'on pourra trier ou pas, et accéder à cette base-là pour faire une comparaison à l'interne. Et évidemment, ça compare avec toutes les bases de données d'articles scientifiques et compagnie. C'est là que ça devient intéressant d'aller copier à la main des vieux livres à la bibliothèque parce que ça ne se retrouve pas dans les bases de données de comparaison. Bon, là voilà mon petite histoire. Il était une fois. Dans une autre vie, antérieurement, avant d'être professeur, j'étais un simple conseiller pédagogique, que je pourrais dire, mais c'est un euphémisme, un simple conseiller pédagogique. Mais bon, un des derniers mandats que j'ai fait dans un autre établissement était on voudrait mettre un logiciel de recherche anti-plagiat. On en avait un avant, là on n'en a plus, les profs nous en demandent, peux-tu en tester un? C'était ça le mandat, en gros. Donc, le contexte, les enseignants le demandent. Par le passé, ils utilisaient un système de détection, mais il y avait des problèmes, notamment le fait que chaque copie devait être rendue anonyme. Donc, il fallait prendre chacun des fichiers Word, enlever les traces de nom et d'identification, parce que ce travail-là s'en allait automatiquement dans la base de données du logiciel, donc pour question de confidentialité. Puis, il y avait un autre enjeu qui était important, c'est que les serveurs étaient aux États-Unis, donc le Patriot Act permettait à toutes les instances gouvernementales qui ont le droit à des informations d'aller piger là-dedans. Donc, il n'y avait pas de confidentialité. Autrement dit, aussitôt que le travail d'un étudiant était mis sur le serveur, on venait de perdre l'aspect confidentiel. Donc, le mandat était de tester un autre logiciel, c'était lui qui s'appelait Authenticate, explorer ce qui existe comme autre alternative gratuite. Avant de s'acheter une licence, il disait, y a-t-il d'autres choses qui existent qui pourraient être gratuites? Et l'idée de proposer une offre de service aux professeurs, aux enseignants qui sont dans cet établissement-là. C'était ça le mandat comme conseiller pédagogique. Donc, je me suis fait un protocole, j'ai ouvert un compte, j'ai acheté des crédits. Ça, c'était toute une histoire, acheter des crédits, mais bon, c'était compliqué. Essayer d'avoir 100 $ US pour tester une copie, c'était pas assez pour faire une demande un appel d'offres, mais c'était trop peu pour avoir que ce soit de l'argent discrétionnaire d'un service. C'était comme un entre-deux. Et ensuite de ça, on a demandé une thèse ou un mémoire à des professeurs qui trouvaient ça louche, qui avaient des doutes qu'il pouvait avoir du plagiat pour s'en servir comme base de comparaison. Et ensuite de ça, j'ai fait le test et j'ai aussi vérifié la même thèse avec des extraits. Je les ai vérifiés dans Google, dans Yahoo et dans Posteo. J'avais recensé un ensemble d'autres logiciels gratuits de recherche anti-plagiat, mais après quelques instances, soit que tu avais de la publicité, soit que tu avais toutes sortes d'affaires que tu ne voulais pas avoir, ou c'était barré parce que tu avais 5 choix avant de payer une licence.
Au final, j'ai gardé Positeo, c'était le seul qui marchait, qui marchait bien. Les autres, il y en avait aussi, mais qui donnaient toujours zéro résultat. Puis là, quand ça fait 5 fois que tu l'essaies avec 5 travaux différents, puis ça arrive toujours à 0 résultat, tu as un doute sur l'efficacité du logiciel. Voilà. Ce que ça donne, c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez le texte de l'étudiant, vous avez un surlignage ou un surlignement de couleurs, et à droite, vous avez de où ça provient. Est-ce que ça provient de l'Internet, est-ce que ça vient des bases de données, et ainsi de suite, puis ça donne la proportion, le pourcentage qui est plagié. C'est très intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il s'exporte en PDF, mais tu ne vois plus les couleurs, tu ne vois plus avec quoi c'est lié. Cette valeur, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis comme professeur, à chaque fois, si un professeur reçoit ça, il est obligé d'aller voir chacune des références, voir si c'est effectivement du plagiat, parce que ça peut être des formules consacrées dans le jargon, dans le domaine aussi. S'il y a une phrase qui revient dans tous les textes, ou des extraits qui reviennent dans tous les textes scientifiques, mais il va sortir du plagiat à chaque fois aussi. Donc, il y avait un jugement. Bon, les résultats sont intéressants. Ça permet d'identifier rapidement les zones plagiées, plus vite qu'avec Google, je le concède. Malgré que Google, quand c'est la phrase exacte, ça apparaît en noir, ça apparaît en gras dans les résultats. Et ça permet l'analyse de zones plagiées en comparant avec des sources plagiées. Bon, ça, c'est les bons résultats. Les limites. Bien, les pourcentages de plagiat sont relatifs, c'est sur le nombre de mots. Fait que tu as un travail de 2000 mots ou tu as un travail de 20 000 mots, 2 ne valent pas la même chose. Fait que ça, c'est déjà une limite. Le rapport est difficilement exportable. C'est un PDF qui n'est pas dynamique. Fait que tu ne peux pas savoir, une fois que tu as levé le PDF, tu vois le pourcentage, tu ne sais pas que ça c'est plagié, mais c'est plagié avec quoi? Il faut aller voir dans l'annexe, puis il faut taper à la main le lien pour aller voir si c'était plagié ou pas. Fait que c'est comme pas utile non plus. L'analyse détaillée des éléments plagiés prend du temps, fait que ce n'est pas automatique. L'analyse détaillée est difficile à faire pour les gens hors du domaine disciplinaire. Donc, si je donne ça à un technicien, ou un commis ou n'importe quoi, quand même qu'il verrait que c'est plagié, il ne sait pas si c'est vraiment du plagiat. La décision, ça revient au professeur. Et l'analyse des éléments plagiés ne permet pas de sélectionner et d'exporter les zones plagiées. Autrement dit, c'est que si je vois un petit bout rose qui est plagié, puis je dis celui-là, c'est vraiment du plagiat, puis je voudrais l'envoyer pour faire un rapport, je ne peux pas faire de copier-coller du logiciel, de resélectionner parce que c'est un surlignement par-dessus. Autrement dit, ça n'avance pas, je veux dire, ça n'aidait pas la cause. Une autre limite, c'est qu'un compte donnait accès à tous les travaux. Imaginez qu'un établissement rouvre un compte avec ce logiciel-là. Bien, tous les gens qui ont le mot de passe vont voir tous les travaux de tous les étudiants qui ont été testés. Une question de confidentialité, ça devient problématique. Et ça devient difficile d'envisager qu'il y ait plusieurs utilisateurs. Bien, bon, ça, c'est le logiciel Authenticate. Ça prend du temps de préparer les documents, il faut les rendre anonymes quand même, et ça coûtait 100 $ US par analyse. Par analyse. C'est des crédits, mais en gros, un travail, un mémoire, ça prenait 2 crédits. Il y avait des tarifs en groupe, là, puis des ci comme ça, mais ça revenait peut-être à 50 $ US par analyse. Fait qu'on est loin de la solution de dire, j'ai reçu mes travaux de fin de session, puis je voudrais les passer dans le logiciel. Là. Bon, voilà. Fait que ça, c'est le test que j'ai fait. J'ai fait la comparaison avec Google, Yahoo et Positeo. Pour les mêmes extraits, ce qu'Authenticate trouvait dans le travail, je suis allé le tester dans les autres, voir si j'étais capable de le trouver. Je n'ai pas fait mot à mot, mais à vue de nez, 90 à 95 % des éléments plagiés ont aussi été trouvés dans Google et dans Positeo. Pourquoi? Je me suis dit, pourquoi payer pour avoir le logiciel si je n'ai pas d'avantage? Mais bon. Si aujourd'hui, on me demandait une recommandation, pour ceux qui envisagent, c'est quelqu'un qui dit, je voudrais implanter un outil de détection de plagiat, qu'est-ce que tu recommandes? Bien, là, je veux dire, que faire, quoi recommander, pas trop sûr. Bien, je vais juste sortir. J'ai bien ri parce que la réponse m'est venue avec ma petite fille. Où est-ce que c'est, ça? C'est... Oui, ici. C'est cette idée-là de toujours devoir penser avant d'agir. On ne pouvait pas savoir avant. C'est quand on a l'expérience qu'on peut se mettre à réfléchir. Oh, tu parles comme un grand livre, mon Lucien. Bon. Je me suis dit, je l'ai l'expérience, là, je n'ai testé un. Là, je peux-tu commencer à réfléchir? J'ai dit, je vais aller voir ce qui existe dans la littérature sur les logiciels de détection de plagiat. Parce qu'à quelque part, comme prof d'université, il faut être capable de réfléchir un petit peu. Puis je me suis dit, bien, on va aller voir. Qu'est-ce que la littérature scientifique dit sur les logiciels anti-plagiat? Et leur efficacité aussi.
Bon, on peut mesurer leur efficacité de deux façons, c'est-à-dire qu'on peut tenter de faire le jeu des comparaisons, des extraits de texte, essayer de trouver ce qui est non original, puis tester les machines. Et on peut aussi voir quel est le comportement que ça peut avoir sur les étudiants ou sur le phénomène de la lutte au plagiat. C'est les deux enjeux qu'on peut regarder. Pour tester les logiciels, il y a des travaux de Deborah, Mme Weber-Wolf, qui fait une recension depuis 2004 des logiciels et les teste régulièrement et publie ses résultats sur un blog. Elle évalue plusieurs éléments, dont l'utilisabilité des logiciels, donc leur facilité d'utilisation, et aussi l'efficacité de la détection à partir de textes originaux. Donc, elle a créé une banque de textes qui avait des extraits de Wikipédia, des textes traduits, elle a fait un peu une courte pointe de toutes sortes de morceaux, puis elle teste les logiciels qui sont disponibles sur le marché. Les résultats de 2008, c'est ces derniers tests qu'elle a présentés. Bien, les deux logiciels les plus performants ne sont même pas mentionnés dans le domaine de l'éducation comme étant des logiciels anti-plagiat. On parle de Copyscape et de Plagiarius Detector, qui sont des logiciels pour détecter le plagiat dans le cas des journalistes, des articles sur le web. Son pointage arrive à 80, puis ces deux logiciels-là arrivent à 70 et 68. Les deux logiciels qui sont les plus utilisés ou les plus mentionnés en éducation, SafeAssign et Turnitin, 57 et 45 seulement. Bon, ça, c'est leur efficacité. C'est intéressant comme travaux, ça rouvre les horizons. Différents éléments peuvent être considérés pour évaluer les logiciels. Leur coût, on a parlé tout à l'heure, du 100 US, leur fonctionnalité, leur simplicité d'utilisation, la fiabilité de l'analyse, clarté des résultats, toutes des dimensions. Bien, je me suis rendu compte que l'analyse que j'avais faite, à part le langage de l'interface que je n'avais pas réalisé, qui était en anglais, puis que ça peut être un frein, la présence de publicité, puis les formats de fichiers, le reste, l'analyse que j'avais faite, tout ce que je vous ai présenté tantôt, c'est toutes des choses que j'avais constatées dans les limites. Le fait aussi que ça peut être disponible seulement qu'en Windows, l'interface qu'on a parlé, et la fameuse traduction. Ça sert à quoi d'avoir une banque de 50 000, 100 000 travaux d'étudiants si les travaux sont dans une autre langue que le français? C'est une limite. Ça ne reconnaît pas les tableaux, les graphiques, les images, et tous les documents qui nécessitent un accès payant, ça dépend des logiciels. Des fois, ils accèdent à certaines bases de données, puis des fois, non. Et, bon, la question de l'archivage des serveurs aux États-Unis. Ça, c'est toutes des limites qui ont été répertoriées dans la littérature. D'autres limites, les logiciels de détection prétendent détecter le plagiat, mais dans les faits, ils n'indiquent que la proportion de texte non original. C'est quand même une limite. Autrement dit, il fait juste la détection de texte. C'est des mots, là. Et puis même, ça va plus loin que ça. Une des autres limites, c'est qu'on peut déjouer ça aussi. Faites juste changer le type de police où quelqu'un pourrait faire rechercher, remplacer. Cherchez un mot là, qui revient souvent, puis faites rechercher, puis rajoutez-le avec un espace avant puis un espace après, puis vous venez de déjouer le logiciel de détection de plagiat, parce qu'il y a deux espaces au lieu d'être un espace. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez jouer avec les polices cyrilliques, non cyrilliques. Il y a même des articles sur la littérature qui montrent comment on peut faire pour déjouer ces logiciels-là. Des choses très simples, ça ne prend pas des geeks, là, c'est juste des façons très simples. Mais bon. Ces logiciels-là n'indiquent pas non plus si l'étudiant a été malhonnête dans la réalisation de son travail. Autrement dit, si l'étudiant a plagié par mégarde, ou s'il a plagié parce qu'il ne savait pas que c'était du plagiat, des fois, ça peut être juste une différence culturelle. On a parlé des Chinois tout à l'heure qui ne reconnaissent pas le droit d'auteur, mais le logiciel, il va dire 78% plagié. Oui, mais c'était-tu son intention? Il voulait-tu être malhonnête ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. Ça l'explore. Dans tous les cas, l'enseignant doit avoir un jugement. Autrement dit, chaque section qui est plagiée, il faut qu'il décide si c'est réellement du plagiat ou pas. Fait que ça a une limite, le logiciel ne te le dit pas, lui, il fait juste de la reconnaissance de texte. Un jugement final est nécessaire, donc, pour déterminer si les étudiants ont plagié ou non. Fait qu'imaginez que si on passait à travers 100 copies à chaque trimestre dans la machine, bien, il faut que la prof s'assoie, prépare les documents, sans anonymisation, sans passer dans la machine, sans analyse aussi. Quand on sait qu'on manque de temps, là. Mais bon, je remets ça dans votre... En plus, il y a des recherches qui se sont amusées à comparer avec Google, ce que je me suis amusé à faire, et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que c'est plus intuitif quand tu cherches avec Google pour un enseignant. Tu sais, copier, coller d'un extrait que tu trouves ça louche, là. Bizarrement, ça a changé de style, il y a des indices, là, tu le prends, tu le copies dans Google, ça va ressortir dans les références assez rapidement aussi. C'est beaucoup plus rapide que d'ouvrir un compte, payer, puis bon, vous voyez le genre.
Faire des analyses avec des logiciels anti-plagiat augmente le travail des enseignants. C'est ça aussi, il y en a qui sont intéressés à ça. Donc, les résultats des recommandations, ce que la littérature scientifique dit, bien, pour un usage ponctuel, utiliser des logiciels comme Copyscape, ArtilChecker, DopplerChecker, ça c'est ce que Dutheil et compagnie vont proposer, c'est leurs outils à eux qu'ils proposaient. Pour une solution plus fiable et polyvalente et intuitive, mais à un coût non négligeable, on peut retenir des solutions payantes comme Euphorus, Turnitin, Compilatio et d'autres logiciels. Donc, ça peut être envisagé pour des solutions institutionnelles. L'efficacité des outils de détection de plagiat peut être mesurée de deux manières. Je vous ai parlé tout tantôt de l'efficacité. Si je prends quelques minutes sur les effets sur le comportement des étudiants, bien, il y a eu une expérience qui a été faite ici à l'Université McGill, c'est qu'ils demandaient aux enseignants, aux étudiants, ils ont déclaré aux étudiants, tous vos travaux vont passer dans Turnitin, puis on vous le dit d'avance. Mais ce que ça a eu comme effet, les étudiants, bien, ça n'a pas rien changé chez les étudiants, ils n'ont pas évité ces cours-là. Et les enseignants ont remarqué que la qualité de la discussion par rapport aux effets, au plagiat, ça s'est amélioré aussi. Donc, la sensibilisation, l'interaction par rapport à l'enjeu du plagiat était mieux abordée. Et ça permet aux étudiants aussi d'aider à comprendre, quand ils avaient les rapports, ça leur aidait à voir la valeur du fait de faire une citation, et ainsi de suite. Donc, ça a amélioré la qualité des travaux. Pour certains auteurs, l'introduction des logiciels anti-plagiat, ça l'aide à réduire le plagiat chez les étudiants. Et si on prend, là, je ne le citerai pas parce que mon anglais est vraiment mauvais quand je le cite, mais ce que ça dit, c'est que la littérature nous montre que ça peut aider le fait que l'institution utilise un logiciel anti-plagiat. Ça diminue la quantité de plagiat aussi et les étudiants sont plus alertes et sensibilisés. En bref, l'efficacité technique des logiciels anti-plagiat est peut-être faible, mais leur efficacité objective est apparemment indéniable, comme celle d'un vieux gardien à l'entrée. Donc, le fait que les étudiants savent que vous pouvez l'utiliser, ça a un effet dissuasif. Comme disait Mme Bergada, ils ont le mérite de mettre en garde les étudiants. Donc, efficacité discutable, mais effet quand même intéressant de le fait d'utiliser. Finalement, ça, je trouve ça toujours drôle. Quand j'ai un mot que je veux utiliser, je le cherche dans Google, puis je vais voir dans les images qu'est-ce qui sort. C'est ça qui est sorti, un film québécois qui s'appelait « Finalement ». J'ai aucune idée de la nature du film, mais je trouvais que ça faisait beau. Je ne suis pas trop sûr de l'image, mais c'est pas grave, c'est « Finalement ». Qu'est-ce que je recommanderais? Puis c'est un peu ce que j'ai recommandé avant d'être professeur, c'est-à-dire que je dirais aux gens, proposez aux enseignants de travailler avec Google et Positeo. La première ligne, là, je leur dirais, vous avez un doute, checkez-les avec ça. C'est plate à dire, là. Si vous avez un doute, faites-le avec ça. Au niveau des établissements, il pourrait être possible aussi de travailler à développer des banques de travaux à partir de boîtes de dépôt comme ceux du portail des cours ou ainsi de suite, peu importe le LMS que vous utilisez. Vous avez des boîtes de dépôt, constituez vos propres banques, au moins pour être capable de détecter le plagiat à l'interne. Autrement dit, le travail d'un étudiant qui revient à tous les 2-3 ans, là, parce qu'il circule, là. Parce qu'il existe des logiciels qui sont intéressants, qui permettent de faire des copies, des comparaisons entre une banque interne et le travail d'un étudiant. Fait que sans être obligé d'aller sur des bases de données, et ces logiciels-là sont gratuits. WCopyFind puis NovusScan pour Mac et PC, les professeurs peuvent installer ça sur leur poste et ils pourraient le faire sur leurs propres travaux dans leurs cours, mais ils pourraient aussi le faire avec une banque institutionnelle. Et éventuellement, si vous avez dans vos établissements une banque de travaux, vous pourriez utiliser un logiciel anti-plagiat parce que de plus en plus, ils permettent de scanner à travers une banque à l'interne. Donc, les travaux des étudiants restent chez vous, les données restent chez vous et le logiciel va scanner avec ce que vous avez. Proposer l'utilisation d'un logiciel comme Itemscape ou PlagScan ou peu importe lequel à la pièce. Limiter les travaux à des travaux importants, c'est-à-dire des mémoires ou des thèses. Parce que faire le petit travail de 10 points à chaque semaine, bon, vous voyez l'intérêt. Et de fournir un logiciel, un accès au moins au logiciel, moi je les appelle les commissaires aux infractions, c'est-à-dire que si vous avez un cas de plagiat, la personne qui doit documenter le cas, puis qui doit monter le cas, puis rencontrer, vous voyez toute la procédure administrative, mais cette personne-là, ça pourrait être utile d'avoir un logiciel d'anti-plagiat parce que ça lui dit les zones qui sont plagiées. C'est ça son mandat, c'est ramasser tous les morceaux plagiés, puis dire voici, là, je te fais la démonstration que c'était plagié. Fait que ça peut être utile pour cette personne-là, mais peut-être pas à tous les enseignants non plus. Là. Autrement dit, le diagnostic de l'enseignant, ça pourrait dire « j'ai trouvé 4-5 cas dans Google, là. Merci. Voici, je fais une plainte formelle, puis l'autre personne fera le travail d'analyse. » Ça, c'est mes recommandations.
Et il ne faut pas négliger l'idée de mettre en place une solution intégrée dans laquelle on retrouve l'utilisation d'un logiciel de détection de similitudes, sensibiliser les étudiants, discussion en classe, des tests, permettre aux étudiants d'utiliser même les logiciels. J'ai parlé des logiciels gratuits là, comme Posteo et compagnie. Pourquoi ne pas demander aux étudiants de prendre leur propre travail puis de le scanner avant de le remettre? Juste qu'ils réalisent peut-être qu'il y a des bouts qui ont peut-être plus plagié qu'ils pensaient. Là. Bon. Et mettre en place des cours, des ateliers, une méthodologie obligatoire. Donc, l'idée d'utiliser un logiciel anti-plagiat pourrait très bien se faire dans une approche intégrée, mais pas uniquement comme une panacée. Bon, c'est des choses que je vous ai dit, vérifier les travaux par les étudiants, faire des suivis auprès des plagiaires, j'aime pas le terme, là, mais des gens qui ont fait du plagiat, exigences pour des travaux qui peuvent rendre le plagiat plus difficile aussi, forcez les dons à aller chercher des livres à la bibliothèque, limitez-les à 15-20 livres à la bibliothèque, ça peut être une autre façon aussi de faire. Vous-même, si vous connaissez les 10-15 livres, là, ça devient assez facile de savoir si c'était plagié ou pas. Là. Mais bon, c'est tout des petits trucs. En terminant, je suis obligé de dire merci à Lise. Ben ouais, mais je l'ai remis. Bon, je dirais rien. Merci à part merci, Lise. Voilà. Je sais pas, je pense que j'ai marché très vite peut-être, mais bon. T'as speedé. Questions, commentaires? Questions, commentaires, oui. Oui. Il n'y a pas de main levée. Moi, j'ai retenu... La recherche que vous avez mentionnée de McGill, il semblerait que l'approche coercitive donne davantage de résultats qu'une approche dite proactive. Lorsque les étudiants ont été sensibilisés dans ce cours-là, tous les travaux allaient être soumis à une détection par software. Et donc, le risque de se faire prendre, ça les a motivés à faire plus d'attention. Oui, tout à fait. Donc, c'est une approche coercitive. C'est une approche coercitive d'une certaine manière, mais c'est aussi une sensibilisation qu'ils font. Le fait de dire aux étudiants que tous les travaux peuvent être scannés, là, excusez le terme, mais l'étudiant fait plus attention aussi, mais ça l'amène aussi, si l'étudiant le faisait par lui-même. Autrement dit, s'il le fait sans le savoir qu'il faisait du plagiat, bien, le fait de se dire c'est quoi du plagiat, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse pour ne pas être détecté, et ainsi de suite, bon, ça peut l'amener à s'améliorer aussi. Ça peut l'amener aussi à prendre la piste pour déjouer le logiciel. C'est deux voies, là. Mais ça, ce sera ses problèmes éthiques et moraux, mais bon. Et l'autre question, c'est l'utilisation de la dissonance cognitive qui a donné beaucoup de résultats dans les campagnes, par exemple, contre la cigarette et d'autres activités comme l'utilisation des stéroïdes anabolisants chez les sportifs. Ça devrait être une façon d'approcher les plagiats, que les étudiants commencent de très jeune âge à se rendre compte que c'est pas bien et qu'entre eux, ils se voient comme qu'ils soient eux-mêmes les propres juges de ses collègues. On a cette peau, ça, entre nous. Mm-hmm. Ah oui, mais c'est dans l'idée d'avoir une approche intégrée, peut-être même d'utiliser les logiciels pour qu'ils détectent entre eux aussi. Ne serait-ce que soumettre ton travail, c'est une autre façon intéressante qui pourrait être faite, c'est de dire, j'ai fini mon travail, je te le donne à toi, puis essaie de trouver s'il y a du plagiat dedans. Là, autrement dit, on fait un échange, une espèce de diade et d'émulation. Ça peut être une très bonne... ça peut être une piste à suivre. Ici. Merci. Denis, est-ce qu'il y a une autre question? Il y en a une ici. OK, c'est beau. Merci. Tantôt, Serge, tu as évoqué, si j'ai bien suivi, la problématique liée à comparer un travail qui est soumis en français avec, par exemple, une base de données qui contiendrait des documents majoritairement en langue anglaise. Dans la littérature ou dans ce que toi, tu as expérimenté, est-ce que le scénario de « je suis l'étudiant qui veut plagier et frauder », je prends un texte en anglais, je le traduis vers le français et c'est ça que je soumets? J'ai pas vu mention de ça, mais j'avoue que c'est un bon truc. Malgré que Google Translate est pas trop, que beaucoup de gens utilisent, vous avez tous vu les manuels d'instruction qui sont traduits par ordinateur, là, et on lit ça en français, puis on se demande qu'est-ce qui est écrit.
ça peut donner ce genre de travaux-là. Je dis, quelqu'un ferait ça, moi, me remettrait un travail comme ça, puis on s'en rendrait compte assez rapidement. Là, juste dans la formulation des phrases, là, tu ferais comme non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça serait difficile de retracer de où ça vient, parce qu'il faudrait le retraduire. Avant d'arriver à cette hypothèse-là, je le remets en anglais, en espagnol, pour essayer de le retrouver. Là. Par exemple. Mais bon. Mais j'ai pas vu dans la littérature, j'ai pas vu ces aspects-là apparaître. Mais c'était une limite, c'est-à-dire que si le logiciel est en anglais, mais si les travaux sont en allemand, ils ne les retrouvent pas là. D'accord, merci. Il y a une autre question? Oui, ici. Toi aussi. OK. J'aurais toutes sortes de petites choses à dire. Là. Je trouve ça intéressant parce que, bon, comme je vous le disais, j'ai donné beaucoup d'ateliers sur le plagiat. Premièrement, je constate qu'entre autres au Québec, on n'a aucune donnée quantitative qui vient évaluer l'impact du recours au logiciel de détecteur de plagiat, même à titre de prévention, parce qu'effectivement, compilation, probablement, on va en parler tantôt, mais je sais que dans un collège à Montréal, à Brébeuf, là, pour ne pas le donner, ne pas le nommer, on utilise un logiciel détecteur de plagiat à titre préventif. Effectivement, c'est l'étudiant qui est invité à passer son travail dans la moulinette du logiciel détecteur de plagiat. À quel point ça fait développer des bons comportements, je ne le sais pas. Ça permet d'éviter la punition, à tout le moins. Donc, on n'a pas de données là-dessus. Je pense que de notre côté, ce qu'on est en train de développer dans le réseau collégial, c'est pas de parler de plagiat, mais de parler d'intégrité intellectuelle. Fait qu'on veut plutôt parler de promotion de l'intégrité intellectuelle et de parler pas nécessairement... Je sais qu'il y a des sanctions, il y en aura toujours, parce qu'il y a des cas de plagiat qui sont évidents, qui sont flagrants, mais entre autres de récompenser, puis c'est ça j'en parlais aussi ce matin, de récompenser davantage les bons comportements plutôt que de punir les mauvais. Je pense qu'on est dans le domaine tous de l'éducation, puis on sait que quand on élève nos enfants, il est préférable d'encourager les bons comportements plutôt que de donner une claque quand ça va pas bien. Donc, d'encourager les bons comportements, à mon avis, puis ça je le disais aussi ce matin, je pense que si on renforçait les étudiants à utiliser les sources, à bien citer les sources, puis qu'ils c'était récompensé donc par des notes, je pense que ça les encouragerait à développer cette attitude-là de respect de l'intégrité intellectuelle. Je parlais aussi de l'approche portfolio, il me semble que c'est tellement aidant, tu en as parlé tantôt aussi, de faire le suivi des étudiants. Il ne peut pas y avoir de plagiat à ce moment-là. Puis, on disait que les logiciels détecteurs de plagiat ne permettent pas de détecter des images, sauf que Google le permet, lui, par exemple. Ouais. On peut soumettre une image dans Google Images et savoir si cette image-là provient d'un autre site. Là. Alors, en gros, c'était ce que je voulais amener. Merci beaucoup. Je ne suis pas un spécialiste de l'approche intégrée. Je trouvais juste intéressant, comme je vous l'ai expliqué, j'espère que vous avez compris ma démarche. Je suis parti d'une expérience personnelle. Ensuite de ça, je suis allé voir dans la littérature, mais je n'ai pas le portrait complet. C'est déjà ça. Ça peut vous aider dans vos réflexions si vous aviez à vous positionner à savoir est-ce que vous voulez utiliser un logiciel ou pas. Vous avez d'autres questions, commentaires? J'ai juste Olivier Alfieri, juste un commentaire. Je trouvais l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un travail de recherche, je peux lire un article en russe, en chinois, et le mettre dans Google Translate, il va le traduire, puis ça va avoir une traduction qui va être mauvaise, mais j'aurai quand même l'intention de ça. Puis je peux reprendre l'idée, la reformuler avec mes mots, et je suis quand même dans un phénomène finalement de plagiat, et on va être impossible de savoir que ça vient du russe ou du vietnamien, peu importe où ça ira. Donc ça, c'est une réalité, donc c'est une force, c'est une opportunité, parce que je peux lire des articles de recherche d'autres universités auxquels j'aurais pas accès avant, parce que j'ai pas la langue. Mais d'un autre côté, c'est un risque parce que du coup, je peux aller pomper directement des idées de recherche et les mettre comme si c'était les miennes puisque je ne peux pas les retracer. Donc fondamentalement, je reviens avec la promotion de l'identité. C'est que oui, je préfère dire vous avez accès à toute cette recherche-là, utilisez-la et valorisez le travail d'intégrité. Parce que sinon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, on perdra le contrôle sur la traçabilité des idées. Donc ce serait dommage de se passer aussi de la diversité des recherches en dehors d'un continent, quoi. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Denis, est-ce qu'on a des questions sur le web? Non. Il y a d'autres questions, d'autres commentaires dans la salle? C'est bien. Alors, monsieur Gérald Lajoie, je vous remercie. Tout plaisir pour moi.